Merci de suivre la TFM. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver à la présentation de cette édition dont voici les principaux titres. Référendum du 20 mars 2016. Macky Sall mobilise ses troupes pour une victoire massive du oui. Nous serons en direct du Grand Théâtre de Dakar où se tient présentement le Conseil national de l'APR. L'APR qui justement a retenu la date du 14 mars pour démarrer sa tournée dans le Bosséa, mais qui reste plus que jamais divisé à Kaolack où Diène Farba Sarr et Baba Ndiaye se disputent la tête du directoire de campagne. Et après le front du oui, celui du non dans ce journal, le front du non qui bat également campagne, Mamadou Diop Decroix annonce l'organisation de tournées à l'intérieur du pays, mais aussi au niveau de la diaspora. Dans cette édition, la crise qui secoue le Parti socialiste entre oui et non. Doudou Issa Niasse vote oui au moment où des spécialistes voient à travers ces remous un désaveu total du leader Ousmane Tanordien par les jeunesses socialistes. Alioune Seck va passer sa première nuit à Rebeuss contre toute attente. Le fils du leader du Ramdan a été placé sous mandat de dépôt pour son implication présumée dans une affaire de trafic de faux billets. Son avocat, maître Abou Djali Kane, sera en ligne avec nous tout à l'heure. Enfin, l'université Cheikh Anta Diop où des chapiteaux sont en lieu et place des amphis non fonctionnels pour cause de réfection. Un tout nouveau dispositif qui toutefois ne séduit pas encore ses principaux bénéficiaires. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Rebonsoir à tous et direction tout de suite le Grand Théâtre de Dakar où se tient présentement le Conseil national de l'APR pour y retrouver Ibrahima Kane. Ibou Kane, bonsoir. Bonsoir Sarah. Alors Ibou, l'APR tient en ce moment même sa grande messe pour prêcher le oui. Tous les responsables du parti ont donc été convoqués. Comment se déroule cette rencontre décisive pour le référendum du 20 mars prochain? Tout à fait, la rencontre vient juste de prendre fin. Vous l'avez dit, l'APR et son leader actuellement sont à pied d'œuvre pour la victoire du oui au soir du 20 mars. Le parti, sous la présidence de Macky Sall, vous l'avez dit, a tenu son Conseil national extraordinaire et il faut le préciser, c'est la toute première rencontre du genre depuis la création du parti et c'est une rencontre qui s'est tenue dans un contexte particulier vu que le référendum c'est dans moins de 2 semaines. Alors la chancellerie belge-marron a adopté une résolution. Le document a été lu par le porte-parole du parti, en l'occurrence M. Seydou Gueye. Et en quintessence, dans le document, ils sont tous unis pour le triomphe du oui. Alors, le parti considère que la victoire du oui va être un tournant décisif dans le processus de consolidation de notre démocratie. C'est le porte-parole lui-même qui l'a expliqué. Seydou Gueye a pris largement son temps pour expliquer les 15 points qui sont dans la réforme qui sera proposée aux Sénégalais et s'adressant aux militants et responsables du parti, entre autres des ministres de la République, des députés. Macky Sall les a appelés à œuvrer tous pour le succès du oui dans les coins et recoins les plus reculés du pays. Le chef de file des apéristes n'a pas manqué également de jeter une pierre dans le jardin de l'opposition. Macky Sall les accuse de vouloir jeter le discrédit sur le projet de réforme qui sera soumis à l'appréciation du peuple au soir du 20 mars. Alors, pour le chef de l'État, il n'est même pas question de perdre dans Dakar la banlieue entre autres localités. Juste pour vous dire, Sarah, qu'aujourd'hui, l'APR et son leader affichent carrément, ils sont plus ou moins optimistes et ils sont convaincus qu'au soir du 20 mars, le oui va triompher dans tout le Sénégal. Merci Ibrahima Kane. Nous quittons justement le Grand Théâtre de Dakar pour le nord du pays, le Bosséa plus précisément, qui veut faire triompher le oui au soir du 20 mars prochain. Les responsables apéristes de la 11e région ont retenu la date du 14 mars pour démarrer leur campagne. Des tournées sont prévues dans les communes de Dabia, Chilogne, Oréfondé, mais aussi à Niam-Sivol. C'est un compte-rendu signé Chertidiane Dion. La cour de l'école IPD de Liberté 6 et Noir demande à 2 semaines du référendum du 20 mars, militants, sympathisants, responsables des 4 communes de Bosséa et multiplier les rencontres et réunions d'information pour faire triompher le oui au soir du scrutin référendaire. J'avais dit que moi je suis pour le oui.
J'ai fait campagne, j'ai bâti campagne des élections de 2009, j'ai bâti campagne des élections de 2012 présidentielles. Macky Sall a eu la chance d'être élu président de la République, c'est pour 7 ans. Je suis en train de cette campagne, je ferai cette campagne à Dakar, je serai à Thiès, je serai à Mour pour battre campagne avec les populations de Bosseur qu'ils votent un oui massif au président de la République, M. Macky Sall. C'est le rappel des troupes pour réussir le pari de la participation. En ce sens, des moyens colossaux sont dégagés pour faciliter le déplacement des militants. Les stratégies que nous avons mises en place pour qu'au soir du 20 mars, le oui l'emporte à plus de 90% au niveau du Bosseur. Et la réunion nous a permis également aujourd'hui d'informer d'autres militants de l'APR qui sont de Thiès, de Mbour, vous l'avez vous-même constaté, pour qu'ensemble nous menions le combat pour qu'au soir du 20 mars, Inch'Allah, on remporte le référendum à plus de 90%. Ah. Oui, c'est ça le mot d'ordre aujourd'hui. Farba Ngom ajoute que l'essence du scrutin référendaire est totalement ignorée par l'opposition sénégalaise qui est en manque d'arguments et de stratégie. Ça c'est l'opposition, on ne peut jamais avoir 100%. Ça c'est l'opposition et si, c'est ça la démocratie. L'essentiel qu'ils soient quand même honnêtes de leurs paroles. Ils n'ont plus de quoi expliquer aux Sénégalais seulement d'inventer des choses qu'on n'arrive pas à comprendre en parlant d'affaires de Gourdjiguen. Actuellement, les ressortissants des communes de Dabia, Orofondé, Thilogne et Agnam sont plus que déterminés pour un oui massif dans leurs localités respectives. L'Alliance pour la République unie au nord mais complètement divisée à Kaolack. Plus rien ne va entre Baba Ndiaye, président du conseil départemental, et Diène Farba Sarr, ministre en charge du renouveau urbain. À l'origine de leurs différends, l'installation du comité électoral départemental dont chacun des protagonistes veut en obtenir la direction. Eh bien, à 13 jours du référendum, les deux camps ont tout simplement failli en venir aux mains. C'est un compte-rendu signé Mambiram Diouf. Macky Sall nee na Diène Farba, tu es le mandataire départemental. La bombe est lâchée par Diène Farba Sarr. Ceux qui sont allergiques aux propos de ce membre du secrétariat exécutif national de l'APR ne supportent pas ce qu'il qualifie d'offense. C'est l'imbroglio, tout chamboule, difficile de se contrôler. Deux camps qui revendiquent la direction du comité électoral départemental. Le président de la République a dit clairement aux Méridiens, devant les présidents de département et différents maires du Sénégal, que vous, les exécutifs locaux, vous êtes les exécutifs politiques. Plus tard, quelques mois plus tard, une circulaire est sortie, portée par Morgon, président de la Chambre des élus, qui a fait le tour du Sénégal pour nous confirmer la position du président de la République de faire des élus locaux, des exécutifs locaux, les exécutifs politiques également de son parti. On m'a désigné comme mandataire du département, le président de la République et puis la région de Kaolack, le département de Kaolack l'a confirmé aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas des intérêts individuels. Ça, c'est un référendum, ce n'est pas des élections. Le maire de Kaolack semble dépassé par la situation. Les appels au calme sans effet. Baba Ndiaye et Diène Farba Sarr ne sont pas prêts à fumer le calumet de la paix. Deux camps qui s'opposent à l'APR pour représenter la coalition Benno Bokk Yakaar dans le département. Cela à quelques jours de la campagne. Et puisqu'il faut de tout pour faire un monde, après le oui, nous parlons du non, le Front du non justement, qui décline sa feuille de route pour la campagne référendaire. Entre autres mesures annoncées, détournées à l'intérieur du pays, mais aussi au niveau de la diaspora, la mobilisation de plus de 100 000 jeunes pour la transparence du scrutin. Côté financier, pas de folie selon Mamadou Diop Decroix. Ils comptent faire avec les moyens du bord. Ils ont fait face plutôt à la presse ce matin. Maïmouna Ndiaye, Thierno Laurent Mendy était de la partie, le compte rendu. Un nom réunifié qui rejette de plus belle le projet du chef de l'État Macky Sall, une coalition de partis de l'opposition qui sonne le début de la campagne référendaire pour le 12 mars prochain. Nous commencerons par Guédiawaye.
Et nous ratisserons tout. Ça, c'est à l'ouverture. Ensuite, le 13 mars, nous irons à Thiès. Le 14 mars, nous serons à Baké-Touba. Sans commentaire. Ensuite, nous avons Saint-Louis, Ziguinchor et Kaolack. Les autorités religieuses seront aussi au cœur des discussions. La diaspora conviée, mais où trouver tous ces moyens? Nous avons le droit de mener une campagne à coups de milliards. Nous n'avons même pas cela. Donc, les moyens, nous n'en parlons pas. Ces membres de l'opposition exigent également un référendum dans la transparence. 130 000 corps de volontaires annoncés dans les bureaux de vote. Ils tenteront de bourrer les urnes pour inverser la volonté populaire. Mais ça ne marchera pas de toute façon, puisque nous avons déjà dit que nous mettons en place un corps de volontaires de la transparence de 130 000 jeunes le dimanche 20 mars. Partout, les jeunes seront là pour surveiller. La coalition And Dolel Khalifa Sall a aussi rejoint les rangs du front. Mamadou Diop Decroix, qui a fait la révélation, appelle ses camarades à observer le jeûne le 20 mars. Khalifa Sall ne pouvait être présent à la réunion du bureau politique du PS parce qu'il est hors du Sénégal. C'est son conseiller politique qui donne l'information, Moussa Taï, qui ajoute par ailleurs que la position du PS sur une question aussi importante que le référendum devait faire l'objet d'une réunion en comité central. Moussa Taï, que je vous propose d'écouter, il est au micro de Chérif Dia. Khalifa Sall a voyagé du samedi au dimanche pour des raisons personnelles. C'est la raison pour laquelle il n'a pas assisté à la réunion du bureau politique. Concernant la décision du bureau politique, je dois dire simplement que le bureau politique du Parti socialiste peut discuter de toute question politique, peut même donner un avis, un point de vue, mais il ne peut pas trancher la question du référendum. Parce que selon les textes du parti et les règles du parti, c'est le comité central qui est l'instance de décision du parti. Ce qu'on aurait dû faire au lendemain du discours du président de la République, c'était de tenir un bureau politique et de convoquer un comité central et inscrire à l'ordre du jour la question du référendum. D'abord, condamner ces violences, parce que pour moi, personne ne saurait accepter des actes de violence dans la maison de parti, parce que d'abord, la violence ne règle rien, elle ne peut rien régler. Deuxièmement, parce que quand nous sommes à la maison de parti, nous sommes entre camarades, nous sommes entre militants. Et entre camarades, nous devons respect, considération, amour et solidarité. Donc, il faut vraiment condamner ces actes-là. Maintenant, ce qui est fait, il faut en tirer les conséquences. Et c'est là où j'appelle à beaucoup plus de lucidité, et moins de passion et moins d'émotion. Nous sommes un parti et je le dis souvent, nous sommes une famille. Et les questions politiques doivent avoir des réponses politiques. Il ne faut pas brandir l'arme de la voie judiciaire. Pour moi, elle n'est pas assez opportune. Il faut toujours se référer au parti, retourner au parti à travers le Conseil des sages, essayer d'avoir des solutions politiques. Depuis que le PS a commencé à exclure et à brandir l'arme de l'exclusion ou bien à convoquer le Conseil de discipline, on a senti un vent de rébellion des militants, surtout au niveau des plus jeunes. Et nous restons avec le Parti socialiste divisé entre un oui et un non pour la tenue du référendum du 20 mars prochain. Doudou Issa Niasse conforte la frange du oui pour le maire socialiste de la commune de Biscuiterie. Cette position est tout à fait légitime et tire toute son essence des assises nationales. Nafissatou Silla et Mardian l'ont rencontré. Reportage. Un oui et un non qui perturbent les instances du Parti socialiste. Beaucoup de dirigeants sont aujourd'hui partagés, mais certains partisans du oui jugent leur position légitime. C'est un oui qui pour nous est légitime. Parce que nous, Parti socialiste, nous ne prenons pas position à cause d'un homme ou d'un groupe. Nous prenons position à cause d'une situation. Cette situation va dans le sens de l'intérêt du peuple. Pour Doudou Issa Niasse, le oui est basé sur le principe des assises nationales. Les 15 points analysés, sur les 15, les 13 sont issus des assises. Or, le Parti socialiste est à l'origine des assises.
le Parti socialiste a participé à tous les documents. Finalement, quand on a vu ces 13 points, mais la plupart d'entre nous qui avaient des positions de non, mais ont évolué pour aller vers lui en se disant qu'il faut faire le distinguo. Cependant, des responsables du Parti socialiste entendent voter non au référendum, mais pour Doudi Issa Niasse, le oui l'emporte. Nous pouvons avoir maintenant des points de vue différents. Lesquels points de vue différents sont extériorisés au niveau de la réunion du bureau politique ou du secrétariat ou du comité central. Le maire de la commune de Biscuiterie n'a pas manqué de déplorer l'incident du week-end dernier, un incident qui sans doute peut ternir l'image du Parti socialiste. La crise qui secoue actuellement le Parti socialiste et qui fait couler beaucoup d'encre. Alfred Sy, analyste politique, qui voit un désaveu du leader du PS, Ousmane Tanor Dieng, par les jeunesses socialistes. Alfred Sy qui ajoute par ailleurs que ces querelles intestines sont un très mauvais présage pour l'avenir de ce grand parti. Aïssatou Peifal. Beaucoup d'éléments en commun entre le Parti socialiste et l'Alliance des forces du progrès. Leurs deux leaders cheminent avec Macky Sall. Leur choix, ils l'ont fait depuis bien longtemps, raison pour laquelle une crise de confiance s'est installée dans leur parti. Les nuages assombrissent l'horizon de plus en plus au Parti socialiste. Le syndrome Gakou guetterait-il le parti d'Ousmane Tanor Dieng? La fracture qu'il y a au niveau de l'AFP, elle est pratiquement la même qu'on note au niveau du Parti socialiste. Je ne crois pas qu'il y ait une implosion, mais le malaise, il y a une crise de confiance. Tanor n'est plus le leader du Parti socialiste. Il ne peut plus compétir à une élection présidentielle face à Macky Sall. Donc c'est à la limite, s'il n'a pas peur, sort de ce référendum. Si le non l'emporte, c'est clair et certain que Khalifa va prendre ses responsabilités. L'intérêt prime d'abord, car l'argent est le nerf de toute guerre. Leur volonté, contrôler leur appareil politique. Casser l'alliance avec le président de la République parce que ils ont quoi? Ils ont des députés, ils ont des ministres, ils ont des directeurs généraux, ils ont des responsabilités. C'est des conseillers même du président de la République. Donc ils ne veulent pas perdre ce gain politique-là. Ils ont goûté la meilleure expérience dans l'opposition. Le PS a fait 12 ans d'expérience dans l'opposition. Et certainement, Tanor et Niasse ont fait le bilan sur le plan financier. Plus aller à l'aventure contre un pouvoir en place. Angoisse, peur, lendemain incertain pour Ousmane Tanor Dieng. L'analyste politique va même plus loin. Le successeur de Abdou Diouf n'est plus l'avenir du Parti socialiste. Et nous refermons la page politique de ce journal pour aborder un autre registre. Le fils de Thione Seck, lead vocal du Ramdan, a été placé sous mandat de dépôt. Seydina Alioune Seck a été arrêté par la section de recherche pour son implication présumée dans une affaire de trafic de faux billets de banque. Ce qu'il faut signaler, c'est quand même un retournement de situation assez brutal pour le fils de l'artiste qui se disait il y a encore quelques jours victime de diffamation. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Nous n'excluons pas d'y revenir dans nos prochaines éditions. Et direction l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui étrenne ses nouveaux chapiteaux. L'inauguration de ces installations qui remplacent provisoirement les amphithéâtres en réfection s'est faite ce lundi. Désormais, ils seront nombreux, ces étudiants en première année, à y faire cours. Mais pour l'heure, les bénéficiaires ne semblent pas être encore tombés sous le charme de ce nouveau dispositif. Aminata Mbaresawa. Un chapiteau à la place d'un amphithéâtre. C'est bel et bien dans ce lieu que seront dispensés les cours magistraux des étudiants en première année de physique et chimie. Commode ou pas, ils s'adaptent aux nouvelles conditions d'études imposées. Ça ne rassure pas, mais quel que soit Alpha aussi, comme aussi on n'a que l'amphi du genre, donc on ne peut pas élaguer l'amphi. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est avoir le courage de travailler. Pour une prise de contact, le vent s'est invité. Certaines installations n'ont pu résister. C'est le cas des vidéoprojecteurs accrochés à la tente. Depuis que je viens dans cette salle, c'est la première fois que je vois autant de vent.
Comme c'est un chapiteau, la structure bouge quand le vent bouge. Et le vidéoprojecteur est fixé sur la structure. Donc maintenant, il suffit de déconnecter le vidéoprojecteur de la structure pour que l'image ne bouge plus. Donc il y a des solutions. Une meilleure climatisation, des chaises beaucoup plus appropriées. La liste des choses à améliorer est longue. C'est un amphi qui est grand et qui accueille plus de 1000 personnes. Et si chaque personne dégage une chaleur personnelle, on pense qu'en période de chaleur, l'amphi sera invivable. Certes, il y a des climatiseurs qui ont été installés à l'intérieur, mais cela ne suffit pas. Il y a des chaises qui sont à l'intérieur, comme les chaises qui sont dans les salons, dans les salles télé et autres. Et on pense que, en tant que scientifique, on doit nous donner des chaises sur lesquelles l'étudiant pourra faire ses dessins, pourra prendre normalement son cours. Des sollicitations en présence du doyen de la faculté des sciences, Joseph Sarr rassure, des améliorations seront apportées pour permettre à ces étudiants en physique et chimie de faire convenablement leurs apprentissages d'ici la livraison des amphithéâtres. Nous parlons à présent de ces réfugiés mauritaniens qui vivent ici chez nous au Sénégal et qui lancent un SOS au président Macky Sall. Ils déplorent les lenteurs notées dans le traitement de leur dossier pour un retour définitif au Bercail, c'est-à-dire en Mauritanie. Écoutons à ce propos Abdourahmane Sy, il est secrétaire général de l'Union d'entraide pour les réfugiés mauritaniens vivant au Sénégal. Il est au micro de Nafissatou Silla et Mardian. Ce que nous réclamons à l'État du Sénégal, c'est de s'atteler vraiment au règlement définitif de ce dossier mauritanien qui est en train de perdurer. Parce qu'actuellement, on ne peut pas décompter vraiment tous les dégâts qui sont, puisque vulnérables que nous sommes, sans moyens que nous sommes, nous ne pouvons pas vous présenter une expertise vous permettant vraiment de savoir que ces gens-là sont en train de vivre dans le calvaire. Tous ces problèmes-là, nous disons au président Macky Sall de prendre le cas au sérieux, de savoir que lors de la 35e session ordinaire de la Commission africaine, il avait déclaré que le Sénégal allait vraiment faire tout son possible pour que la dignité soit retrouvée au niveau de ces réfugiés mauritaniens. Tel n'a pas été le cas. L'État mauritanien maintenant c'est pire là-bas. Vous savez que Aziz, nous ne cautionnons même pas le président Aziz. Pourquoi? Parce qu'il est venu illégalement au pouvoir. Donc s'il avait accepté ce retour, ce premier retour, et freiner ce retour pour dire que ceux qui sont restés là-bas ne sont plus des Mauritaniens, ceux qui sont Mauritaniens sont retournés, et ce dossier est déjà clos. Pour ça, cela veut dire qu'il est en train de raconter du n'importe quoi à l'opinion nationale et internationale, puisque personne ne dort actuellement ici. Le Sénégal sait qu'il y a des milliers de personnes qui sont ici sur le territoire. Lui, il est conscient de ça, mais vouloir toujours diminuer le nombre entre les négro-mauritaniens et les blancs, c'est cette logique qu'il est en train de faire. Et puis, jadis, affaire d'association, la gestion des forages revient désormais à l'État. C'est l'Office des forages ruraux qui va s'en charger, de quoi soulager les populations qui auront plus facilement accès à l'eau potable. Des privés canadiens ont été désignés pour la prise en charge, mais aussi la gestion de ces installations. Et nous écoutons à ce propos le directeur de l'OFOR. Il est au micro de Charanta Diop Sailatir. Je rappelle simplement que l'ensemble des ressources qui sont générées par la vente des forages sur l'ensemble du territoire tournent autour de 30 milliards de francs CFA. Ni l'État du Sénégal, ni les collectivités locales n'ont une vision sur la gestion de ces ressources-là. Ça, c'est le premier dysfonctionnement. Le second dysfonctionnement, c'est que l'État à qui les forages appartiennent a voté un texte de loi pour confier à l'OFOR la gestion des ouvrages hydrauliques. Et l'OFOR, en parfaite intelligence avec les collectivités locales, est arrivé à une situation où nous allons introduire le privé. Mais introduire le privé ne signifie pas forcément augmentation des prix. Par contre, introduire le privé signifie forcément amélioration de la qualité de l'eau, parce qu'on a beaucoup de doutes sur la qualité de l'eau qui est servie aux populations. Introduire le privé signifie également consolider les emplois des conducteurs de forage et de certains releveurs. On ne peut pas parler d'augmentation de prix tant qu'on n'a pas encore établi la tarification dans la zone. Un autre nom dans ce journal, mais cette fois-ci pas en politique, plutôt en santé, pour dire non au virus Zika dans notre sous-région. Le Sénégal et la Guinée-Bissau sont bien décidés à enrayer la menace. Un atelier de 3 jours s'est ouvert ce lundi à Dakar. Objectif, barrer la route au virus Zika, mettre en place
place un plan commun de riposte contre Ebola. Autorités militaires, paramilitaires et administratives ont été les bénéficiaires de cette rencontre. Plus d'explications, c'est avec Seydiba Gassama. Il est le coordinateur programme santé au CRS. Il est au micro de Boubacar Diassi. Et donc il s'agira maintenant pour les deux pays d'avoir un plan de riposte commun. C'est-à-dire que maintenant, si jamais Zika arriverait ou Ebola ou une autre catastrophe, les deux pays peuvent brandir ce même plan et travailler de commun accord pour faire face. Donc ça, c'est extrêmement important. Vous savez, chaque pays a ses propres contingences, comme le Sénégal en a, la Guinée-Bissau en a, mais nous avons voulu, dans le programme Be Safe, de faire de sorte que ces deux pays travaillent en commun dans le processus de la planification des urgences santé et d'avoir un plan de riposte commun. L'actualité internationale à présent, elle est marquée par la Corée du Nord qui menace de frapper la Corée du Sud, mais aussi les États-Unis. Nous irons également en Tunisie où des affrontements ont opposé à la frontière avec la Libye les forces tunisiennes et des terroristes. Mais tout d'abord, la présidentielle qui s'est déroulée sans incident majeur au Bénin ce dimanche. C'est un récit signé Daniel Diouf. C'est dans le calme que les Béninois ont voté dimanche pour choisir le successeur du président Thomas Boniaï. Il se retire après 2 mandats conformément à la constitution du pays. Une élection sans incident majeur. Les premiers résultats sont attendus dans les 3 jours après le scrutin. Parmi les 5 favoris de ce scrutin présidentiel, l'actuel Premier ministre Lionel Zinsou. Affrontement meurtrier ce lundi entre forces de sécurité tunisiennes et des terroristes de Ben Guerdane. C'est sur la côte au sud du pays, à une trentaine de kilomètres de la frontière libyenne. Les forces tunisiennes ont riposté à une tentative d'attaque contre un poste de la garde nationale et une caserne militaire. En fin de matinée, un couvre-feu à Ben Guerdane a été décrété. 5 victimes civiles à déplorer selon une source de l'armée. Selon une source dans l'armée, 4 victimes civiles selon l'AFP. 2 agents sécuritaires auraient également été tués. Climat tendu à Djibouti à 1 mois du scrutin présidentiel prévu le 8 avril prochain. La coalition de l'opposition qui regroupe 8 partis a appelé au boycott. Elle met en cause l'accord de la loi cadre datant de 2004 qui suggère une réforme de la Commission électorale nationale indépendante, une réforme retardée volontairement par le pouvoir en place, selon l'opposition. De son côté, le président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh, qui brigue un 4e mandat, dit avoir fait des concessions en faveur de l'opposition pour avoir accepté toutes ces conditions. Enfin, la Corée du Nord qui a menacé dimanche de procéder à des frappes nucléaires à l'aveugle contre la Corée du Sud et les États-Unis. Une menace qui fait suite aux manœuvres militaires conjointes sur la péninsule coréenne démarrées ce lundi par les 2 pays alliés. Ces exercices à but défensif, selon Séoul et Washington, interviennent cette année dans un contexte particulièrement tendu, 2 mois après le 4e essai nucléaire de la Corée du Nord et 1 mois après un tir nord-coréen de fusée longue portée. 2 actions condamnées par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Les manœuvres conjointes impliquent 15 000 Américains et environ 300 000 militaires sud-coréens. Et voilà qui met un terme à cette édition que j'ai été ravie de vous présenter. Le prochain rendez-vous de l'information, ce sera 0h avec le tout en images. Et tout de suite, la suite de vos programmes, c'est dans Permanence.